Tous qui suivez et aimez ce magazine Kiosque, nous sommes là pour commenter, analyser, débattre sur l'actualité du jour en République démocratique du Congo, pourquoi pas en dehors de nos frontières. Alors nous allons nous atteler sur quatre sujets que nous avons retenus ce matin pour le débat, le commentaire, les analyses avec deux invités, Éric Bisselot et face à Jean-Romance Mokolo. Avec eux, vous aurez donc des commentaires sur l'actualité. Premier sujet retenu, c'est la dizaine d'opposants qui ont signé une lettre ouverte adressée à la communauté internationale et aux organisations de la société civile pour déplorer des actes arbitraires dont ils sont victimes, notamment le refus du renouvellement de leur passeport. Là, nous voyons Moïse Katumbi, Zoé Kabila et Richard Mouyège, pour ne citer que cela. Et puis, autre sujet qui sera débattu, c'est par rapport à l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti au pouvoir, dédoublement qui pourra arbitrer ce parti politique. Eh ben, il y a eu de lettres, de correspondances de deux secrétaires généraux, Bizibou et Kabouya, convoquant une rencontre avec les députés UDPS et Mosaïque. Nous allons en parler avec nos invités. Et puis à l'Assemblée nationale, c'est le refus de la réception de la lettre sur la question orale avec débat adressée par le directeur général de la Régie de voies aériennes. C'est le mécontentement des députés nationaux par rapport à ce refus. Il y a même l'illustration de cette caricature de Mediapo par rapport à ces refus des réceptionnés par le DG de la RVA, de la lettre de la question orale avec débat. Voilà, Mediapo, que vous voyez là, a illustré le refus du DG de la RVA de réceptionner cette lettre. Et puis, Mediapo a également illustré la crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et bien voilà, le camp de Bizibou et Kabouya par rapport à la gestion du parti, les dédoublements, avec cette grande question ce matin qui pourra arbitrer à l'UDPS. Et puis, autre sujet, si nous aurons le temps, c'est la mission d'itinérance dans le Congo profond qu'a annoncé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du dernier Conseil de ministres. Alors, nous allons faire un bilan par rapport aux missions précédentes. Qu'est-ce que ça produit? Et les chefs annoncent encore une mission dans le Congo profond. Alors, merci de nous rester fidèles. Jean-Romance Mokolo, bonjour. Oui, bonjour, Gisèle et Toko. En tout cas, très très content de pouvoir retrouver Kiosque, l'émission que nous avions démarré il y a plusieurs années à Canal Congo Télévision. Merci en tout cas pour l'invitation et je salue en tout cas tous les téléspectateurs de Canal Congo Télévision et de Radio Liberté Kinshasa. Voilà. Merci. Éric Bisselot, bonjour. Bonjour Gisèle, merci pour l'invitation. Effectivement, je retourne un grand bonjour à mon aîné, mon co-débatteur de ce jour. Bonjour téléspectateurs du kiosque. Il est vrai qu'une fois encore, embouteillage, difficulté de transport. C'est-à-dire que nous, les moutons que nous sommes, nous nous réveillons par la grâce de Dieu et nous ne savons pas si nous avons effectivement des gestionnaires dans ces pays, des responsables politiques qui peuvent se sentir concernés par le sort de la population. Mais j'ai en mémoire cette violation commise à l'égard d'un père de famille par un policier devant la résidence d'un ministre. On a violenté et le père de famille et l'enfant par des personnes dépositaires de l'autorité, c'est-à-dire des policiers commis à la garde d'un ministre en exercice. Je crois que il y a un problème sérieux, et c'est effectivement, nous ne cessons de le rappeler, nous le rappellerons sans cesse. Ce n'est pas parce que vous êtes revêtu d'un uniforme, vous êtes dépositaire de l'autorité, que vous pouvez maltraiter un citoyen. Vous pouvez poser la main sur un citoyen. Vous pouvez casser le bien d'un citoyen. Donc à un moment, il faut que nous soyons conséquents avec nous-mêmes. Et je crois que la justice, dans sa fermeté, doit être exemplaire à l'endroit de ces personnes. Je crois même mieux que cela, la ministre ou le ministre impliqué dans ce genre de dossier doit réparation à la victime. Parce que si lui-même, en tant que personnalité politique et morale de ces policiers, cautionne ce genre de pratique, il ne tire pas les oreilles ou bien ne
n'est pas exigeant à l'égard de ce que des officiers qui lui sont commis, ben, je crois que ce genre de pratiques, nous avons vu dernièrement le cas le plus extrême, la mort d'un policier en exercice. Mais cela dit, les policiers, ce n'est pas parce que vous êtes commis à la garde que vous pouvez exercer une violence quelconque à l'endroit d'un client, à l'endroit d'un citoyen, à l'égard d'un enfant. Donc, ce sont des violations inacceptables. Moi, je crois même que vous ne méritez même pas, dans ce cas-là, de porter l'uniforme de la police nationale. Donc, ma sympathie et ma solidarité va à l'endroit de ce père de famille. J'imagine moi-même, en tant que père de famille, si je vais déposer mon enfant à l'école, j'ai rencontré ce genre de situation, je crois que j'aurais d'emblée tort, puisque nous bouquons nous, policiers avant tout comme le bossa justice, mais il arrive aussi que la sagesse nous interpelle et nous réfléchissons en conséquence. Surtout pas de violence. Surtout pas de violence, mais parfois la force n'est repoussée que par la force. C'est-à-dire qu'à un moment, la violence ne peut être tarie que par une extrême violence. Et c'est vrai que si l'État en soi est absent, c'est l'anarchie et c'est le chaos dans lequel nous assistons de manière régulière maintenant chaque jour. Voilà, c'est ce qui s'est passé chez la ministre Bessine Kazadi, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oh, mais c'est ce que vous avez dit, hein, c'est le régime. Hein, donc c'est un clan, comme un commentateur de la famille présidentielle vient nous dire ici, que Nicolas Kazadi a plus forte raison. Un Kassaïen ne devrait pas critiquer, dénoncer le mal qui est commis ici, les violations des principes constitutionnels du droit et de tout ce qui est abomination dans un état de droit. Nicolas Kazadi dit du fait l'avoir dénoncé, il aurait trahi la tribu, il aurait trahi... C'est l'infâme accusation qui lui soit portée. Et je crois que c'est un non-sens. Une personne qui passe à la télévision dire ce genre d'absurdité, et en l'occurrence ici, il s'agit d'un certain pasteur Gulli, dont nous savons bien que ce sont des agitateurs de la politique de 12e rue, ce sont des agitateurs sans conscience, sans responsabilité. Aujourd'hui, ils mettent des vestes, ils se pensent plus intelligents parce qu'on leur a donné effectivement le micro et la caméra. Mais à un moment, il faudrait que les autorités, leur autorité, les rappellent à des principes simples. Que la République démocratique du Congo n'est pas Kasaï, la République démocratique du Congo n'est pas un tribut, et que tous les Kassaïens ne sont pas obligés d'épouser toute forme de dérive, de détournement du pouvoir, de gabégie financière, du vol des détournements. Non, d'ailleurs, je rappelle l'un des Kassaïens qui est en prison, ici, mon cher ami Jacques Ndala. Je rappelle aussi qu'un autre Kassaïen qui est vraiment révolté, Pero Louara. Donc, c'est-à-dire que les déboires de quelques Kassaïens voleurs qui sont en train de détourner l'argent, les jouisseurs, ne doivent pas revêtir l'ensemble des Kassaïens parce qu'il y en a qui en souffrent. Et je ne crois pas que ce genre de pratiques, ou bien en tout cas de propos dans les médias ne saurait passer. Si c'était un imposant qui disait cela, si c'est un imposant qui disait cela, je pense qu'il y aurait aujourd'hui des gyrophares qui seraient allés le violenter dans sa famille, dans sa maison, avec sa femme et ses enfants. Voilà, merci Eric Bissello. Merci Eric Bissello. Quelconque réflexion. Alors, Jean Romance, vous avez un commentaire à émettre parce que ce qui s'est passé avec la garde de la ministre Bessine Kazadi, il faut le dire. Oui, ce qu'on peut dire, c'est seulement la désolation, l'indignation, et surtout qu'on se rende compte que nous avons en tout cas plein de délinquants, plein d'enfants difficiles, d'enfants mal éduqués, des koulounas même dans nos services de sécurité. Parce que moi je ne vois pas un père de famille qui gare son véhicule, même si c'était interdit de garer devant la parcelle de la vice-ministre, je ne crois pas qu'il soit autorisé comme ça à les violenter et même à détruire le pneu de son véhicule. Donc ça veut dire que nous avons un grand problème en tout cas à résoudre dans ce pays, c'est-à-dire qu'on prend n'importe qui au sein de la police, on prend n'importe qui dans l'armée et le résultat est là. On assiste à des scènes qui déshonorent en tout cas la République, qui font la honte même du pays à travers le monde. Je crois qu'il va falloir vraiment que des sanctions sévères soient données à ce genre de comportements pour que les gens ne puissent plus, en tout cas, les répéter. Parce qu'il faut voir même, nous sommes à la cité, comment les policiers, comment ils arrêtent quelqu'un. Mais on va les ligoter comme un crocodile, et chemin faisant, on les tabasse, et même les policiers qui disent ouvertement, tu vas voir comment on va te torturer au niveau du commissariat. Donc les policiers eux-mêmes ne savent même pas que la torture est interdite, que c'est une infraction. Donc il va falloir qu'on puisse quand même arriver à assainir un peu le milieu de nos services de sécurité. Et quand on est policier, je crois qu'on est le tout premier protecteur des droits des citoyens. On n'est pas là en tout cas pour pouvoir les violer, on n'est pas au-dessus de la loi, on n'a pas les droits de vie ou de mort sur les paisibles citoyens.
Voilà un peu ce que je peux dire. Et il va falloir vraiment que la justice fasse son travail et que ces papas-là soient indemnisés et que ces fautifs policiers soient condamnés. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens incriminer la ministre, mais c'est sa garde. Bon, elle porte cette responsabilité? Bon, en tout cas, pour ces cas d'espèce, je suppose qu'elle était dans sa parcelle et que les policiers étaient à l'extérieur de la parcelle. Ce qu'ils ont fait là, je crois que ça n'engage pas la ministre. Donc l'infraction étant individuelle, il va falloir qu'on puisse les sanctionner eux, mais pas la vice-ministre Bessie Kazadi. Je ne crois pas qu'à moins qu'elle ait défendu ces policiers-là, mais qu'elle se soit solidarisée avec eux, je ne crois pas qu'elle est en tout cas impliquée dans ce genre de situations. Ce sont des bavures policières, ce sont des mauvais comportements, ce sont les auteurs de ces comportements qui doivent en tout cas payer devant les cours des tribunaux, et que si j'étais à sa place, il faut en tout cas relever toute cette équipe-là, qu'on puisse lui donner d'autres policiers, plutôt que de rester avec la même équipe dont un ou deux membres ont commis ce genre de traitement humain et dégradant inhumain et dégradant vis-à-vis d'un père de famille et de son enfant. C'est un peu ce qui s'est passé avec la première ministre, avec la garde de la première ministre. Là c'est en procès, c'est déjà en procès, l'équipe est déjà devant les cours des tribunaux. Bon, il faut seulement souhaiter que la justice en tout cas soit faite et qu'il soit sévèrement condamné pour que ça serve les leçons. Et comme on a déjà, on a indiqué par exemple qu'il y a l'autopsie qui a démontré que la personne avait été violentée et que c'est à cause de ces actes de violence que ces policiers, ces jeunes policiers ont succombé. Bon, je crois que comme la justice est déjà saisie et que l'affaire est déjà en procès, on attend seulement le verdict et que les sanctions soient sévères contre ces policiers délinquants, ces policiers Koulouna qui n'ont pas en tout cas leur place au sein de la police. Voilà. Alors nous allons commenter cette information de l'Assemblée nationale, le refus de la réception des lettres sur la question orale adressée au DG de la RVA. J'ai vu le député national Baudouin Moyo qui qualifie d'outrage à l'Assemblée nationale ces refus. Quel commentaire vous voulez faire? Il n'y a pas que le fait que les services du DG de l'RVA refusaient de réceptionner la lettre de l'Assemblée nationale. Il y a pire que ça. Nous nous rappelons par exemple du ministre des ITPR qui avait été convoqué, qui avait été visé par une motion de défiance. Mais on ne sait même pas comment ça s'est passé. Il n'a jamais comparé. Et jusqu'à aujourd'hui, on avait promis que le dossier allait être relancé. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a rien. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'on assiste aujourd'hui, en tout cas, à une dépréciation pratiquement du pouvoir du Parlement. Donc, nous savons tous que le gouvernement va d'entrer en fonction. Et présente son programme devant l'Assemblée nationale. Et quand le programme est accepté, le gouvernement rentre en fonction et le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Et que les ministres sont obligés, par devoir de redevabilité, de répondre de temps en temps devant le Parlement de la gestion de leur service ou de leur département. Mais il s'est fait que ces derniers temps, on se rend compte que le gouvernement, pratiquement, n'accorde aucun respect à l'Assemblée nationale, aucun respect au Parlement. Quelles des questions on a avec... Cela est dû à quoi? Bon, ça doit être dû au fait que l'exécutif a réussi sûrement à affaiblir les pouvoirs du Parlement, de l'Assemblée nationale. Cela est dû entre autres à ce que le speaker de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait indiqué l'autre fois. On a vu par exemple le ministre des Finances qui venait dans une plénière. Et quand il a fini, on a vu tout un groupe de députés nationaux en train de les suivre. Je ne sais pas, pour parlementer, pour des échanges en aparté, tout ça. Bon, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a des députés peut-être sûrement qui dépendent des ministres du gouvernement pour leur survie. Deuxièmement, vous trouvez des députés nationaux, par exemple, qui vont comme ça, ils sont en train de défendre un ministre, de répondre même aux questions qu'on a posées à un ministre. Donc ça démontre que les députés nationaux, certains d'entre eux, ne connaissent pas leur rôle, ne se respectent pas et considèrent que les ministres sont au-dessus d'eux. Et pourtant, ce sont eux qui sont pratiquement les personnes qui doivent contrôler la gestion des ministres. Donc, l'affaiblissement de l'Assemblée nationale du Parlement, je crois que ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas transformer l'Assemblée nationale, tout le Parlement,
des caisses de résonance ou des chambres d'enregistrement de la volonté de l'exécutif. Le résultat, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a un certain irrespect, une certaine manque de considération de membres du gouvernement de la part de l'Assemblée nationale, de la part du gouvernement, pardon, du Parlement. Vous allez même remarquer que certains ministres préfèrent aller dans les briefings des ministres de la Communication. Là, ils font leur show devant les journalistes plutôt que de venir se présenter devant l'Assemblée nationale. C'est vraiment malheureux et je crois qu'il va falloir que les gens puissent en tout cas se ressaisir, que l'Assemblée nationale puisse taper du poing sur la table pour reprendre son pouvoir de contrôle parlementaire, parce que sans contrôle parlementaire dont les ministres vont gérer comme ils entendent, il n'y aura aucun devoir de redevabilité et in fine, le peuple va en tout cas trouver son compte. Voilà. Merci Jean-Romain. Eric Bistello, un commentaire par rapport à ça? Oui, effectivement, la dérive, elle est inédite durant cette législature, si ce n'est durant les 7 dernières années. Tout d'abord, il faudrait que vous compreniez, que les populations comprennent. Nous avons dans notre constitution 4 institutions. Parmi ces 4 institutions, c'est-à-dire le président de la République, le gouvernement, le Parlement et les cours et tribunaux. Parmi ces 2 institutions, il y en a 2 qui sont choisies par la population. Ça veut dire qu'ils sont élus au suffrage universel, qui représentent la population de manière implicite et explicite, puisqu'ils exercent des rôles de contrôle. Il y a effectivement l'exécutif qui est là pour un projet, pour un programme, c'est-à-dire l'exécutif président de la République, puisque l'exécutif est bicéphale avec le gouvernement. Mais le gouvernement, lui, par contre, n'est pas conséquent, la conséquence d'une élection. Donc, il est nommé. Nommé par qui? Par l'autre pouvoir institutionnel qui a le devoir de contrôle, c'est-à-dire le Parlement. Et quand même, il est vrai que c'est quand même ubuesque que ceux qui représentent la population, qui ont un devoir de contrôle à la fois sur le gouvernement, mais également sur les administrateurs des entreprises et institutions publiques, mais ce droit de contrôle reconnu par les différents textes, les lois organiques et compagnie, mais soit défié par des individus de manière intuitive, personnelle comme ça. C'est quand même effrayant. Il est vrai que dans la quête de quelques individus à consolider le pouvoir, leur pouvoir, ils veulent fragiliser toute une nation, toutes les institutions de la République pour leurs propres intérêts, mais il y aura forcément un retour de manivelle. Il y aura quand même des conséquences là-dessus. Parce qu'il n'est pas possible, il n'est pas acceptable que lorsqu'il y a une question orale ou écrite, vous, en tant que gestionnaire de l'entreprise publique ou bien d'une office, vous défiez l'Assemblée nationale qui a un devoir de contrôle, de regard sur votre gestion. Il est vrai que l'Assemblée nationale ne peut pas, dans l'immédiateté, vous sanctionner, mais vous avez un ministre de tutelle et vous avez le président de la République qui a un devoir, lorsque ces genres de cas se présentent, hormis le fait que l'Assemblée nationale peut tout à fait mettre sur pied un groupe d'enquête pour pouvoir, une mission d'enquête pour pouvoir examiner en long et large cette situation et demander éventuellement au président de la République et le cas échéant au ministre de tutelle de remercier cette personne et éventuellement d'envisager des poursuites judiciaires et pénales. Donc, à un moment, il faudrait que le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, se rendre compte qu'aujourd'hui, les institutions sont en pleine déliquescence, où nous avons l'institution cours et tribunaux de la justice, à travers l'affaire de Matata Pogno et la Cour constitutionnelle, une défiance totale à l'égard de l'institution Parlement. Ici, il est ici question, certes, de la Chambre des députés nationale, mais quand même, c'est quand même effrayant d'avoir ce genre de débat. Moi, je reste à vie en tant que juriste, par exemple, dans le conflit relatif à la demande de l'immunité du député national Matata Pogno, au-delà du fait que, ici, pas question ici des juges naturels, il est question de la procédure que, devenu député national, il appartiendrait, même si l'instruction était en cours, de demander, puisqu'ici il s'agit de poursuites toujours ou même de condamnations, de demander la levée de l'immunité de Matata Pogno. Ça, c'est un devoir de principe. Ce n'est pas parce que la levée a été autorisée quand il était sénateur. Aujourd'hui, on parle de la législature relative à l'Assemblée nationale. Je crois que la Cour constitutionnelle a le devoir
et la décence, au moins, ça aurait pu se faire en catimini d'approcher le président de l'Assemblée nationale. Sans pour autant entrer dans le fond de cette affaire, mais si je comprends bien votre analyse par rapport à cette affaire du DG de la RV, et que vous trouvez qu'il se sent intouchable. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a une série de personnes qui ont été nommées par leur acquaintance, leur familiarité avec le pouvoir, parlons franchement avec la présidente de la République, ou bien la famille élargie ou proche du président de la République, donc ils ne se sentent pas en devoir, non seulement de devoir de redevabilité à l'égard de la nation, de nous les Congolais, dont ils jouissent pourtant de l'argent et de la protection quotidienne, mais également des autres institutions, puisqu'ils considèrent qu'ils ne sont rien. Pourquoi? C'est la conséquence même du dérive totalitarisme dont on a voulu nous faire avaler par le changement de la Constitution en faisant un président fort, alors que nous savons déjà d'emblée dans cette République, à travers notre Constitution, que le président est toujours puissant. Il est puissant parce que il a beaucoup de leviers sous sa main qui pourraient fragiliser n'importe quelle institution. Notamment les services de renseignement, tant militaires que civils, dépendent entièrement du président de la République et non pas du Parlement. Notamment aussi un certain nombre de leviers de nomination. Donc nous savons que le président de la République est tout puissant. Un député ne saurait pas y tenir. À plus forte raison, quand ces assemblées, aujourd'hui, sont nées des accords entre amis. Ces parlements, c'est des accords, ceux qui étaient hier au gouvernement, se sont déversés là pour les remercier, d'autres pour s'asseoir, pour assurer l'avenir de leurs enfants. Mais on sait quand même qu'il y a eu élection, ils ont été élus par le peuple, c'est ça. Être élus par le peuple, oui. Ça c'est vous ça vous appartient de le dire, parce que moi je crois qu'à partir du moment où il y a eu autant d'entorses à la loi électorale ou au principe démocratique, ce n'est plus la voix du peuple qui a parlé. Je ne crois pas que si la loi ne soit pas l'expression du peuple, la loi c'est l'expression du peuple. Mais lorsque vous violez cette expression, vous ne voulez plus dire que c'est en mon nom que vous m'avez donné une élection d'une semaine. Alors si je comprends bien par rapport à cette affaire, vous voulez dire que l'Assemblée nationale a perdu un tout petit peu sa lettre de noblesse. Ça fait déjà un bon temps qu'elle a été fragilisée, et je crois que c'est le débat et c'est le combat de Vital Kamerhe aujourd'hui de prendre son indépendance en tant qu'institution de la République, ça je l'ai remarqué. Il prend son indépendance à l'égard effectivement de l'institution président de la République, mais aussi au regard dans la logique où on veut dire du Dauphinat de Félix Antoine Tshisekedi en 2028. Parce qu'il est sûr et certain, même au sein de la majorité, il n'est pas envisageable Félix Antoine Tshisekedi soit encore dans la présidence après 2018. Il y a toujours en fait une frange d'extrémistes, des récalcitrants qui imaginent par tous les moyens, quitte à fragiliser la République, à ce que le même président de la République y demeure. Mais en tout cas, de manière large, la famille de la majorité présidentielle, on n'envisage pas cette candidature. Donc du coup, se pose la question du Dauphinat. Qui va succéder à Félix Antoine Tshisekedi? Et d'emblée, certains acteurs politiques plus finaux que d'autres, ils disent voilà, c'est le moment peut-être de placer les pions, de montrer une certaine indépendance, une certaine neutralité, une certaine justice, et se laver, c'est faire une image de sainte. Et je crois que c'est ce combat dont le peuple a besoin, parfois aussi quand ces institutions ne s'attendent pas, parce que quand ils s'attendent, ils nous mènent vers le bas, comme Nicolas Kazeni nous a montré. Quand l'argent des projets, l'argent que les populations congolaises doivent rembourser, arrive, ils se le partagent d'abord. Donc quand ils se le partagent, et que ce soit même les chefs de corps, c'est-à-dire autant les présidents des assemblées. D'ailleurs, nous avions vu lors de l'autre législature, le président de l'Assemblée nationale dire « Je suis la caisse de résonance du pouvoir exécutif ». Ça, c'est Mbosso, c'est sur la bouche de Mbosso. Alors, donc, dans ce cas ici, qu'est-ce qui adviendra à ce DG de la Je crois que c'est là que c'est là que Vital Kamerhe et l'Assemblée nationale doivent montrer effectivement son indépendance et sa puissance. Comment, concrètement, oui. Commission d'enquête, qui ait des sanctions sévères, qu'il n'y ait même pas une seconde chance, et que cette personne-là, qui ait des poursuites judiciaires à son encontre, s'il y a des saisies, parce que croyez bien que derrière tout cela se passe effectivement des enrichissements sans cause, ainsi de suite. C'est une affaire d'argent. Et que s'il y a suffisamment d'éléments susceptibles d'interpeller, de faire arrêter ce gestionnaire de la chose publique, faites-le. Et moi, je crois même la saisie des biens, allons plus loin. C'est là que l'indépendance va se manifester en demandant que la justice fasse son travail. Et là, profitant de l'occasion, quand on dit la justice fasse son travail, nous avons effectivement assisté à 5 ans du rayonnement de l'IGF à travers Alinguetti, et nous avons assisté effectivement
à l'abrutissement de la justice qui est incapable d'accompagner une mission aussi noble, aussi salvatrice qu'avait engagé Jules Alinghetti pour pouvoir sauver l'argent public, de pouvoir, cet argent public aurait peut-être permis l'investissement effectivement au sein de l'armée, au sein des agences de sécurité, au sein de nos routes. Merci Auric Bissello, ça c'est un autre sujet. Alors un autre bras de fer, c'est au parti, à l'UDPS. L'interminable bras de fer, on a vu des correspondances des Kabouya et puis des Obizibou, convoquant une rencontre avec les députés. Eh bien, comment mettre fin à ce bras de fer? Est-ce que c'est pour distraire l'opinion comme certains estiment, ou pour ne pas s'intéresser à la gestion, hein, comme disent certains opposants? Comment est-ce que vous analysez cela? Oui, c'est un peu difficile à comprendre parce que ça doit être sûrement la première fois qu'on puisse assister à un parti présidentiel, qu'on ait un désordre comme ça au sein d'un parti présidentiel. Nous avions vécu l'impair ici, nous n'avions jamais eu un père LX, un père LY. Même le PPRD dernièrement ne s'est jamais comporté de la sorte. Lorsqu'il était au pouvoir. Voilà, donc ça démontre qu'il y a en tout cas un désordre terrible et qu'apparemment un problème de leadership à la tête de ces partis, l'UDPS. Parce que ce sont les démons du passé qui les rattrapent. Parce que vous vous rappelez, à l'époque où même l'UDPS était dans l'opposition, il y avait toujours des défections, il y avait plusieurs ailes qui se combattaient. UDPS qui bat ça, UDPS X, UDPS Y. Voilà aujourd'hui le parti présidentiel qui s'appelle UDPS Tshisekedi est aussi pratiquement déchiré par ces démons. Mais la solution, je crois qu'il y a une autorité de référence. Ce qu'on appelle chez nous l'autorité morale. Imaginez-vous à l'époque de Kabila, s'il y a des bisbilles au sein du PPRD, mais il tape seulement du poing sur la table, où il les convoque à Kingagati, et le calme revient. Donc il va falloir que le chef de l'État, qui est l'autorité de référence de l'UDPS, ou son délégué, peut les convoquer et mettre fin à cette récréation qui ne fait que discréditer ce parti qui a quand même une longue histoire de combat démocratique et que la démocratie ne puisse pas arriver à être implémentée dans son sein. Ça, je crois que ça fait des ordres. Parce que Deo Bizibou aujourd'hui il se présente comme étant secrétaire général. Kabou il y a la même chose. Mais au-dessus d'eux, je crois qu'il y a une personnalité, il y a une autorité qui doit mettre fin à cette récréation. Est-ce que le fait qu'il y ait des tiraillements, le fait qu'il y ait des chamailleries entre Bizibou, le camp Bizibou et le camp Kabouya, est-ce que ça arrange les affaires de l'autorité de référence? Je ne sais pas en tout cas répondre à cette question. Mais comment on laisse faire? Parce que ça date, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ah, c'est ça le problème. C'est pas d'aujourd'hui. Mais à qui profitent ces désordres-là? C'est ça la grande question. À qui profite cette division-là, cette confusion-là au sein de l'UDPS? Parce que du camp de leurs adversaires politiques, je crois qu'ils se frottent les mains de voir l'UDPS en train de se rentrer dedans. Mais à ce que je sache, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas appris qu'il y aurait un opposant ou un adversaire politique qui financerait un groupe contre un autre pour créer cette zizanie. Donc c'est entre eux, peut-être un problème de partage des pouvoirs, des positionnements, une guerre de positionnement. C'est pas Kabila qui est derrière ça aussi. On dirait non, je ne crois pas. Même si on le voit partout, oui. Je ne vois pas comment il peut rentrer. Il peut diviser aussi. Hein, bon, ça arrange peut-être, ça fait plaisir à certains opposants de voir le parti présidentiel dans la confusion, mais je ne crois pas qu'il soit à la base de ce qui se passe au sein de l'UDPS. C'est une mauvaise gestion, je crois, des contradictions internes, une mauvaise gestion d'ambition, voilà, des positionnements. Peut-être le pouvoir n'a pas été bien partagé et qu'il y en a qui sont frustrés, bon, qui se sentent peut-être abandonnés, rejetés, bon, qui créent ces désordres-là. Mais il appartient, comme je l'ai dit, je peux le répéter 1000 fois, à l'autorité de référence de taper du poing sur la table pour mettre fin en tout cas. Pourquoi il n'agit pas? Bon, c'est lui seul qui peut répondre à cette question. Nous constatons seulement qu'il est en train de laisser faire. Voilà. Voilà, merci Jean-Roman, c'est Eric Bissello. Vous savez, ce qui se passe à l'UDPS, c'est juste le résultat de la médiocrité des gestionnaires ou bien des responsables de ces partis politiques.
On n'a pas besoin d'opposition pour pouvoir alimenter cette médiocrité. Quand vous allez à Ziguida, à l'intérieur, au fin fond du marché, là où les mamans vendent leurs tomates, oignons par terre, là, en pleine boue, vous croyez quel genre de conflit existe là-bas? Est-ce que vous croyez sur la taxe de valeur ajoutée, sur les routes? Non. C'est le moins là-bas, et touché côté nanga. N'y a pas côté nao. Et les gens commencent à se chamailler, à se tirailler. Ça veut dire qu'à un certain niveau, on vit la querelle que nous avons. Et ce parti a depuis longtemps quitté l'arène du pouvoir, de l'intelligence, de l'intellectualisme, de prospection, de la gestion responsable, et tombé à la basse classe. Et à la basse classe, vous voulez attirer l'opposition vers vous. L'opposition n'a rien à voir dedans. Nous savons que le leader le plus médiocre que ce parti ait connu, c'est sans doute Kabouya. Et c'est quand même incroyable qu'il n'ait même pas la décence, après sa nomination, de se retirer de ce poste-là. C'est quand même incroyable. Vous pouvez avoir des acquaintances, des affinités, effectivement, avec la famille présidentielle, mais le parti politique n'appartient pas à une famille présidentielle, à ce que je crois. Il y a des gens qui ont laissé leur vie dans ce parti politique. Il y a des gens qui ont mérité, il y a des gens qui ont combattu, au-delà même de M. Félix Antoine Tshisekedi et de Mme de Mama Marthe. Il y a des gens qui méritent, effectivement, que ce parti regagne un peu ses lettres de noblesse. Et quand on a vu déjà la décadence qui avait commencé avec Kabound, mais Kabound s'est vite ressaisi, il s'est au moins, il a remarqué ses propres tares et ses propres faiblesses, il s'était mis à l'instruction pour acquérir des connaissances et l'intelligence. Aujourd'hui, il parle avec une certaine chasesse. Pourquoi Kabouya ne ferait pas autant? Pourquoi Kabouya ne ferait pas autant? Azonga Kelasi, c'est-à-dire qu'au lieu d'attirer le parti vers le bas, qui retourne au banc de l'école, c'est la moindre des choses. Donc le problème, le fait d'avoir de l'argent fait de vous une personnalité. Vous croyez que l'argent, c'est l'intelligence. Non, l'intelligence, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Et je crois que malheureusement, si aujourd'hui, ce parti continue à avoir autant d'ignominie jaillir sur la place publique, c'est parce qu'il n'y a pas de leader. Il n'y a même pas d'autorité morale. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de vision. Moi, je crois et je sais que ce parti était amené à mourir. Il était amené à mourir de lui-même, de sa propre mort. Mais par une espèce de défiance, vu qu'il y a des nominations à gauche et à droite, ils se sont ressaisis, ils se disent on a la plus grosse part dans les nominations, donc on existe. Mais ce sont des nominations dont aujourd'hui, on a vu d'ailleurs dans les médias, des jeeps qui ont circulé, de l'argent qui ont payé, il y en a qui ont payé 100 000 € pour devenir député national. Ça, c'est des faits notoires. Donc, à partir de là, c'est un parti qui se vautre dans la crasse, dans la saleté, dans la corruption, qui n'a plus de principe, qui n'a plus de vision. Et aujourd'hui, ils doivent en permanence nous étaler cette bassesse intellectuelle et morale, ces discussions qui ne nous apportent rien à notre République, ni même à l'intelligence. Je crois que sa mort va être catastrophique à ce parti politique. Un parti au pouvoir. Oui, mais il est en train de mourir. Je crois même que, sa résurgence se doit à partir de Kabound. D'ailleurs, il a trouvé la place à l'autre côté pour dire que moi j'ai traversé l'autre côté de l'intelligence et de l'ignominie intellectuelle. Donc, c'est peut-être que les gens doivent traverser pour partir chez Kabound. Parce qu'au moins là, il y a une restructuration intelligente. Mais en tout cas, ce qui reste de ce sont des nostalgies. C'est des nostalgies. Un recruteur de Kabound. Non, mais je crois qu'il mérite son travail quand il est en train de... Moi, je reconnais quelqu'un, il n'a pas besoin d'être à l'opposition. Je crois que quelqu'un, quand il se remet en question et qui veut travailler pour la République et poser de bonnes bases, il faut l'encourager. Je n'ai pas du tout... Moi, aujourd'hui, si je peux ne pas être d'accord sur un certain nombre de faits, sur un certain nombre d'autres, il s'est ressaisi et je suis d'accord avec lui. Mais je crois que si le chef d'État était un tant soit peu désireux de sauver cette République, il devrait par lui-même prendre ses décisions, éradier et renvoyer tous ses amis qui sont autour de ce parti, qui considèrent que c'est leur bien. Non, le parti appartient à ceux qui luttent dans ce parti. Alors face à ces deux-là, Bizibou et Kabouya, on doit les renvoyer aussi les deux. Moi, je crois que c'est mettre notre secrétaire général pour... Je crois que ce n'est pas eux qui se décident de devenir secrétaire général du parti. Il y a quand même des textes. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que ces gens ne lisent même pas leurs propres textes. Et c'est pour ça que quand tu parles de constitution, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'ils n'ont pas cet exercice d'apprentissage, d'intellectualisme, de réflexion. Mais ils se perdent. Et moi, je crois qu'un parti, aujourd'hui, IDPS, c'est de plus
un parti, il y a plusieurs UDPS d'ailleurs. Ça, c'est un nième querelle de l'UDPS. Et si les intellectuels ont déjà depuis longtemps quitté ce navire qui, comme des rats parce qu'il est en train de couler, aujourd'hui, il faut se dire une chose, ce qui reste, c'est juste de la boue. Et la boue là, nous, on n'est pas intéressés. En tout cas, dans un débat, dans une émission aussi honorable que le vôtre, Kiosque, parler de la crasse de l'UDPS sans même avoir quelqu'un de l'UDPS pour nous expliquer une non, mais nous réalisons... C'est effrayant. Non, c'est vrai que vous avez raison d'en parler parce qu'ils sont au pouvoir. Cette guerre, ils ont mis ça dans la presse publique. Hein. Oui, mais c'est quand même un parti au pouvoir. Ils n'ont pas de décence pour savoir ce qui est de l'ordre de l'intimité, de la chambre, de la maison, de la parcelle ou du couloir. Eux, ils mettent tout sur la place publique et font en sorte que leur saleté éclabousse toute la République et nous avec dedans. Et on termine avec cette annonce du chef de l'État qui va bientôt répondre avec ses missions d'itinérance dans le Congo profond. On l'a vu autrefois, à Kisangani, un peu dans le Congo profond, et il va reprendre ses missions. Il a annoncé lors du dernier conseil des ministres. Jean-Mons Bokolo, est-ce qu'on va aussi faire voir le chef de l'État à l'est de la République démocratique du Congo? Bon, l'Est, je ne crois pas que ce serait là où c'est occupé par les agresseurs. Il peut aller à Beni, il peut aller à Uvira, il peut aller à Kalemi, par exemple. Là où il y a des inondations terribles à Kalemi, la population est meurtrie par ces inondations. Il peut aller à l'Équateur, en Bandara, par exemple, là où il y a des naufrages à répétition, voir comment ses concitoyens vivent. Je crois que ce n'est pas très mauvais. Mais ce qu'on doit faire, c'est éviter que chaque fois que le chef de l'État fait l'itinérance, que tout un village de ministres ou d'autorités, de responsables de la République puissent l'accompagner. Parce que ça demande encore beaucoup d'argent pour leur prise en charge, pour leur déplacement. Qu'on laisse le chef de l'État se déplacer seul. On n'a pas besoin que des députés, des sénateurs soient dans la délégation, que des ministres soient là. Juste le gouverneur peut les recevoir avec les administrateurs du territoire et il fait l'itinérance. Mais faire descendre dans les Congos profonds, c'est bien. Mais c'est beaucoup plus mieux aussi que quand le président descend et parle avec la population, il récolte leurs desiderata et qu'après son départ, qu'on ait quand même des solutions à leurs problèmes. Je me rappelle par exemple, le président était en Bandaka, il avait promis une université moderne. Ça fait plusieurs années jusqu'à aujourd'hui. Même pas un petit mur s'est élevé. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et le président n'a même pas besoin aussi de descendre pour connaître ce qui se passe dans l'arrière-pays. Moi, je crois que c'est il doit palper du doigt cette réalité. C'est pas qu'il doit toujours avoir des rapports. Pour moi, c'est pas vraiment très important, ces déplacements. Parce que il a des représentants dans les différentes provinces. Les gouverneurs sont là. Les AT sont là, qui peuvent facilement comme ça communiquer ce qui se passe là-bas et trouver des solutions. Mais il peut aller spécialement, par exemple, dire, bon, il y a eu à Fizi des inondations qui ont tué, il peut aller consoler la population, il peut aller à Kalemi, il peut aller là, chaque fois où il y a des problèmes, il peut aller. Mais cette itinérance, bon, s'il doit aller avec des ministres, se faire accompagner par une forte délégation, je crois qu'on est dans un moment où on veut la réduction du train de vie de l'État. Il faut éviter aussi de beaucoup dépenser parce que nous sommes en guerre et qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux à résoudre. Qu'il faut aussi gérer l'argent de l'État avec beaucoup de sagesse et beaucoup de parcimonie. Donc vous voulez dire que l'itinérance passée, ça n'a rien produit? Bon, en termes par rapport à la population. Je n'ai pas vu ce qui a été fait dans une entité bien déterminée après l'arrivée du chef de l'État. Je n'ai pas vu. C'est un manque de suivi peut-être, parce que quand il donne un ordre, après... Bon, peut-être un manque d'argent, parce qu'on est en guerre, les priorités sont ailleurs, et le budget est minime, on ne peut pas tout résoudre, sûrement. Voilà, Éric Busset. Vous êtes bien gentil, manque d'argent. Moi, je crois que je vais aborder ça sur 3 points. D'abord, premier point, il y a une confusion de la part des gestionnaires de la chose publique. La population qui vit en arrière-pays n'a pas besoin de voir le président de la République. Ils ont besoin de voir que l'État est présent. C'est l'État. L'État n'est pas président de la République. L'État, c'est l'armée.
L'État, c'est la police nationale. L'État, c'est des institutions. L'État, c'est les annexes des ministères. À Mandaka, à Kolwezi, ainsi de suite. C'est la présence de l'État à travers les routes, premièrement. Ça, c'est la première des choses. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire ici que ça a un quelconque sens en cette période tout à fait charnière. On ne vient pas nous dire ici que le chef d'État avait promis, maintenant, il va... Non. On nous avait promis, on sait très bien que le régime actuel se moque carrément des promesses. Il ne respecte aucune promesse, ni à l'égard de sa population. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ok, le chef d'État et son cabinet veulent effectivement, comme dans leur habitude de voyager, ils veulent voyager sur le territoire national, mais ça va être, qu'on le veuille ou non, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Parce que c'est la sécurité qui doit l'accompagner. La sécurité, c'est beaucoup d'argent. Arriver sur place... Imaginons la période électorale, il n'est même pas arrivé, même à rester, même pour certains points, plus de 24 heures, 48 heures. Juste pour un meeting, il est parti. Et il est revenu malade, nerf sciatique. Qui se déplace beaucoup d'argent. Le déploiement de sécurité. Mais le contact là, avec la population aussi, c'est important. Parce qu'on a vu par exemple l'Équateur avec Bobo Bolito, c'est là que j'arrive. Les rapports ont été autrement. Non. Et qui était directement en présence de la population. La population n'a pas besoin de chef d'État dans cette partie du pays. Ils ont besoin de la présence de l'État, qui se sentent considérés par la République. Ce sont des Congolais, ils ont le même droit de vivre dignement. C'est de ça qu'ils ont besoin. Et moi, j'aimerais bien que le chef d'État se déplace par la route. Parce que c'est facile de prendre un avion déterré. Mais qu'ils prennent, comme Kabila prenait son Jeep, qu'ils fassent ce périple en voiture et en bateau. Comme ça, il va savoir ce que les Congolais vivent quotidiennement. Parce que déjà, des avions, nous n'en avons pas. Les passeports sont chers. Kabila avait pris sa Jeep et après. Mais après, il a tapé du doigt. Et après, il y a eu des évolutions, des changements. Oui, on peut ne pas le reconnaître dans sa globalité, mais il y a eu des changements qui en découlent. C'est quand on vit la chose qu'on est plus à même de comprendre ce que vit l'autre. Ce n'est pas compliqué. Je veux... vous souhaitez qu'il puisse prendre la route. Mais à quoi ça sert si ce n'est quand vous dites, vous avez dit, il veut palper la réalité de ce que vivent les Congolais. Prenez la route. Parce que la majorité des Congolais, sinon même 90% des Congolais ne prennent pas l'avion. Il n'y a même pas d'avion. Le ministre des Transports nous a promis des avions, ils ne sont pas là. Donc on en est toujours là. Deuxièmement. Troisièmement, ça va quand même être un choc. Hein. Le président de la République de la République démocratique du Congo, ben, il y a certains territoires, il ne va pas arriver. Parce qu'il n'a pas la légitimité. Parce qu'il n'a pas les moyens de venir voir les Congolais. Et je crois que ça renverra vers moi une image assez pathétique de la situation pour dire qu'effectivement, on ne va pas arriver là, on n'est pas sûr d'assurer votre sécurité, monsieur le chef d'État. On ne va pas arriver avec Sangani parce que ça peut être un prétexte. Mais il y a des pourparlers en cours par rapport à cette situation. Et il y a des combats qui sont en train de continuer. J'ai vu Obasanjo qui a rencontré derrière Moïse Katumbi. Oui, mais sur le terrain, il y a des combats. Sur le terrain, il y a des combats. Sur le terrain, il y a des Congolais qui sont en train de mourir. Sur le terrain, il y a effectivement la prise de certains territoires par les M23 et compagnie. Voilà, c'est ça la réalité du terrain. Et ça va quand même être un sacré choc. Bon, il avait vécu lors des élections, il n'a pas pu arriver à certains territoires du Sud Kivu. Mais là, ça va être quand même un grand pas du territoire national. Et qu'effectivement, je reprends de nouveau, l'argent, nous avons l'argent. Nicolas Kazeli nous a dit carrément, il vient du système, qu'il y a l'argent dans ce pays. Et non seulement il y a l'argent que nous empruntons, qui est parti de 3 milliards de dettes. Aujourd'hui, nous arrivons à plus de 12 millions de dettes. L'argent est là. Pire que ça, il y a l'argent parce qu'il y a des 53 institutions qui sont créées, qui ne servent à rien, mais qui consomment des millions, des milliards de dollars. Il y a l'argent parce que eux, les gestionnaires, les gouvernants, ils augmentent leur salaire de manière continue, et leurs primes, et leurs émoluments, tout ça, ils augmentent. Donc il y a l'argent. Donc il ne vient pas nous dire que nous devons serrer la ceinture. La République doit serrer la ceinture parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent. S'il n'y avait pas d'argent, le chef d'État, il aurait réduit son cabinet, le nombre de personnes qui étaient lors de la dernière ordonnance présidentielle. S'il n'y avait pas l'argent, on ne s'amuserait pas avec autant de millions, de centaines de millions de dollars dans cette République. À un moment, il faut être conséquent avec nous-mêmes. Moi, je crois que si le chef d'État devait se déplacer, c'est pour aller dire, voilà, je vous avais promis telle chose, voilà, c'est ce qui est fait. Mais tant qu'il n'y a rien qui est fait, il n'a pas... Et ça, je crois qu'il peut le savoir sans qu'il se déplace. Il a les services, je vous ai dit. Les services de renseignement, tous les services carrément de renseignement sont entre ses mains. Ils ne sont pas entre les mains du Parlement. C'est entre ses mains. Donc il peut savoir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Il peut savoir que là, je vais aller inaugurer telle chose, telle chose. Et en même temps, on a vu l'argent détourné disparaître dans des projets qui étaient arrêtés.
Vous allez dire quoi à cette population? Même chez vous, on va dire quoi? Justement, il est allé vérifier, hein, voir, palper du doigt. Oh non, la palper du doigt, c'est qu'il n'a pas été fait. Peut-être sanctionné. Mais ça, on sanctionne à partir d'ici. Ils sont ici. Mais ils sont ici, voilà. Ces voleurs. Ils sont ici, ceux qui ont détourné l'argent, ils sont à ses côtés. Non, mais les gouverneurs sont là, les administrateurs. Moi, j'ai toujours vu que le chef d'État n'est jamais parti voir le gouverneur, mais le gouverneur va voir le ministre ici. Moi, c'est ça. D'ailleurs, on t'appelle ici, voilà. Tu ne décores plus, il n'y a plus d'avion pour retourner chez toi. Tu restes ici le temps nécessaire, on te choisit en passant là-bas. C'est comme ça que ça se passe en pratique. Merci, Eric Bisselo. Jean-Romain, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais placer un petit mot par rapport à cette histoire des passeports qu'on aurait refusé de renouveler pour certaines personnalités, voilà, qui sont du mauvais côté de la barrière, comme je l'ai dit. Bon, c'est quand même assez ironique. Je voudrais seulement dire ceci. Il faut connaître la valeur des droits de l'homme quand on est au pouvoir. Il faut apprendre à protéger et à promouvoir les droits de l'homme quand on est au pouvoir. Certains parmi de ceux qui sont victimes aujourd'hui de cette persécution entre guillemets ou de ces mauvais traitements étaient hier aux affaires. C'est ce qu'ils faisaient contre leurs opposants. Tous ceux-là qui réclament. J'ai dit certains. J'ai dit certains, voilà. J'ai dit certains. C'est qui a été cité, Moïse Katumbi, Zoé Kabila. J'ai dit certains. J'ai dit certains. C'est ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient au pouvoir. Que ça serve de leçon à ceux qui sont actuellement au pouvoir, parce qu'ils ne seront pas éternellement au pouvoir. Moi, j'ai toujours dit, tout est provisoire, rien n'est définitif. Donc, il faut craindre que ce que vous faites aux autres pendant que vous êtes au pouvoir, on puisse vous le faire quand vous aurez quitté le pouvoir. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Moi, je peux en chérir là-dessus. Je crois que ce n'est même pas le chef d'État. Je crois qu'il y a certaines personnes autour des chefs d'État qui sont beaucoup plus écrits, qui prennent des dispositions, qui détiennent sur le chef de l'État. Parce que quand même, il faut réfléchir. Certaines sanctions ou bien certaines violations des droits de l'homme, des libertés individuelles n'ont pas de sens. Empêcher Kamita, tout ça n'a pas de sens. Ça donne par contre, effectivement, du grain à moudre à ces agences internationales et occidentales qui disent effectivement vous ne respectez pas les oui, ils travaillent contre les On avait même refusé un moment à la famille de quelqu'un de quitter. Ses enfants, sa femme. Alors que nous savons que la faction est individuelle. Qu'importe ce que votre papa fait, ce que votre maman fait, ça ne doit pas déteindre sur les enfants. Et je ne crois pas que ça rajoute une quelconque crédibilité au pouvoir du chef de l'État. Bien, le contrat, ça le dessert. Donc, il y a des individus qui réfléchissent. C'est comme un but marqué contre son camp. Oui, effectivement. Ils pensent qu'ils se vengent. Ils pensent qu'ils montrent leurs biceps. Non, vous montrez effectivement votre faiblesse et, à contrario, vous justifierez ce qui vous arrivera demain dans le cas contraire. C'est-à-dire, si l'autre arrive au pouvoir, en faisant autant, on va dire, ah, eux aussi, ils avaient fait autant. Et je crois que c'est un cercle. Voilà, un cercle. Mais est-ce qu'il n'y a pas des raisons cachées aussi derrière non, la seule raison cachée, ça s'appelle la justice. Oui. S'il y a des éléments susceptibles de conduire une personne devant la justice pour son acquaintance avec des groupes armés, pour les risques sur la sûreté et la sécurité nationale, ce n'est pas au service de RVA ou de douane. Non, les services de renseignement, ils ne peuvent pas prendre des dispositions comme ça de manière aussi longtemps, prolongée, violer les droits constitutionnels des citoyens congolais sans avoir à les justifier auprès de la justice. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est même pas une question de régime. Nos textes le disent. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas se conformer? Et s'il y a des actions judiciaires, engagez-les clairement, que la justice se prononce. C'est la justice qui doit prendre des sanctions. Nous avons vu effectivement que même certaines personnes du pouvoir, à un moment Nicolas Kazede l'avait empêché, mais lui, vu qu'il a le numéro de chef d'État, il a appelé le chef d'État. Et ce chef d'État qui a dit au ministre de la Justice, arrêtez vos bêtises. Nicolas Kazede est parti. Mais les autres n'ont pas le numéro de chef d'État, ce qui démontre justement qu'il donne de l'argument à mon raisonnement en disant que parfois le chef d'État, il n'est même pas au courant de ces jeux-là, de ce qui se passe. Effectivement, il est plongé dans d'autres réalités, dans d'autres urgences. Il n'a peut-être pas autant aussi le courant d'aller lire ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais la vérité en est que ce sont des gens autour de lui qui marquent des buts contre leur propre camp. Voilà, lorsqu'il est fini. Vous voulez ajouter? Qu'est-ce qui est fini? Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci Eric Bisselo, merci Jean-Romain Mokolo, merci à vous tous fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci de nous avoir suivis, je vous retrouve mercredi avec le même plaisir. Au revoir.